De même, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui, CEF Débat. CEF Débat d'aujourd'hui parlera plus sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais bonjour. Bonjour Madame Divine, je salue aussi nos téléspectateurs, chers internautes, je vous salue et les responsables de cette chaîne. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau pour parler de la première question à notre invité, de savoir sur les causes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Merci Ndeko journaliste, je suis en train de dire Madame Divine, je pense que la question des incursions militaires des groupes armés à l'est du pays, c'est devenu une question, ce n'est pas seulement une question, ce n'est pas aussi une analyse, mais en fait nous devons prendre une décision ferme, nous devons faire de sorte que notre pays puisse avoir des engagements d'une manière responsable. Pourquoi je le dis d'une manière responsable? Il est inadmissible de voir un petit village comme le Rwanda nous faire la guerre avec la superficie que nous avons. Le Rwanda ne représente rien. Le Rwanda fait la guerre à mon pays. Monsieur Kalala, vous avez dit qu'il y a des Occidentaux qui soutiennent en fait le Rwanda aujourd'hui dans la guerre entre la République démocratique du Congo et aussi les Rwandais. D'après vous, ça peut être en fait dû à quoi? À ce que les Occidentaux mettent leur main noire derrière le Rwanda en fait d'attaquer la RDC. Vous savez, la diplomatie congolaise et la diplomatie rwandaise, on n'entretient pas de bons rapports. Pourquoi je l'ai dit? Ce que Rwanda joue comme rôle sur le plan occidental, c'est pour flouer seulement la vision de la RDC. C'est juste pour flouer la vision des animateurs des institutions politiques de la République démocratique du Congo, pour piller ces pays, pour prendre ces richesses, tellement que le Rwanda a trouvé tellement de richesses, des miels qui ne cessent jamais d'écouler dans ces pays. Voilà pourquoi le Rwanda avait formé un État fort. Le Rwanda devait se faire parler, le Rwanda devait se faire entendre dans le monde entier. Nous disons qu'il y a des Occidentaux derrière. Et vous-même, vous avez vu, il y a même des vidéos. Récemment même, dans la partie est du pays, je ne vais pas citer des territoires, Massissi, Rutshuru et consorts. Vous savez que l'armée congolaise, nous avons une forte armée. Nous avons une armée très efficace. Mais qui n'arrive pas, seul... Non, il ne faut pas dire cela. C'est parce qu'il y a des infiltrations au sein de notre armée. Nous devons le dire. Il y a toujours des tueries qui continuent. C'est toujours des tueries qui continuent parce que nous voyons que notre armée d'abord est infiltrée. Comment est-ce que vous voulez que nous puissions vaincre facilement, aussi longtemps que nous vivons avec des ennemis? Sur le plan politique, je vais vous dire qu'il y a des acteurs politiques qui sont dans notre pays, qui occupent des postes stratégiques, qui sont des Rwandais. Est-ce qu'il faut vraiment faire une question? Il faut réfléchir deux fois pour comprendre. Même un enfant de 2 ans peut vous dire que nous vivons avec des Rwandais. Voilà pourquoi il se pose un problème des années, plusieurs années d'ailleurs, je l'ai dit, que les gouvernements congolais ne parviennent pas à dégager des décisions responsables comme celles que nous tenterons aujourd'hui d'analyser ensemble avec vous sur table. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas la seule à co-animer cette émission CEF Débat. Je suis accompagnée de mon confrère Nestor, que je laisse aussi la parole. Merci Divine. Nous avons suivi religieusement notre invité du jour, M. Germain Kalala, que j'ai apprécié la pertinence du débat. La première question qui me vient à l'esprit, est-ce que quand vous parlez de la richesse, vous pensez que nous sommes victimes de nos propres richesses sur Terre en RDC? Certainement, messieurs les journalistes, nous les constatons. La RDC, c'est un pays qui est vraiment les bastions de l'humanité. C'est un pays qui est vraiment au cœur de l'humanité. Nous avons une forêt, je pense, c'est après l'Amazonie, on parle de la forêt de la République démocratique du Congo. Dans ces pays, nous avons tellement de richesses, nous avons tellement de potentiel, mais je comprends que les Congolais nous-mêmes, nous ne jouissons pas de ces richesses, mais ce sont les étrangers qui viennent d'ailleurs, qui viennent exploiter, qui viennent avec des faux contrats, des faux accords qu'ils font avec nos dirigeants congolais, qui signent au nom du peuple congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons perdu plusieurs richesses. Je ne vais pas aller plus loin pour vous parler de la hausse du prix de carburant. Il y a une crise sur le plan économique, il y a plusieurs aspects. S'il vous plaît, donc ces richesses sont à la base de l'insécurité ou de notre misère. Évidemment, ces richesses, voilà pourquoi, à l'est du pays, cette forêt-là, si nous nous mettons à exploiter, nous allons
faire de routes, asphalter des routes qu'il faut faire. Vous ne savez pas que la population congolaise sera en joie. Toutefois que nous ne puissions pas attendre l'aide extérieure. Si aujourd'hui, nous allons plusieurs fois, posez-vous seulement une petite question. Pourquoi il y a des incursions des groupes armés à l'est du pays? Chaque fois, on parle toujours des ADF, on parle toujours du M23, on parle toujours de ceci et de cela. Qu'est-ce qu'ils veulent? Leur attendement, leur attentat. Il n'y a que ces territoires-là qui a toujours attaqué depuis la création de ce monde. Parce qu'on nous envie beaucoup. On nous envie beaucoup, c'est parce qu'on voit ce que nous faire alors nos autorités. Et aussi, on voit ce que nous ne voyons pas. Monsieur Kalala, s'il vous plaît, est-ce vraiment c'est un péché aujourd'hui d'avoir la richesse dans son propre pays? Ce n'est pas un péché, c'est une bénédiction. Et alors pourquoi seulement cette richesse qui crée encore de morts, la même richesse qui nous crée de problèmes? La richesse qui crée des problèmes, c'est parce qu'il y a des voisins qui viennent voler. Voilà pourquoi vous pouvez avoir chez vous à la maison tellement de potentiel, vous avez vos enfants qui sont des intelligents, vous avez vos enfants qui travaillent ailleurs, les voisins vont toujours jeter un coup d'œil chez vous. C'est quand vous arrivez dans un restaurant, vous commandez un plat, il y aura toujours quelqu'un qui va toujours tirer attention pour savoir mais qu'est-ce qu'il a commandé comme plat. Est-ce que ce que j'ai commandé, je vois comme si c'est insignifiant. Les voisins vont toujours envier. Que doivent faire nos autorités pratiquement pour sécuriser sa population pour que nous ne soyons plus sujets de moquerie du monde entier? Sur base de cette question, je pense que nos autorités congolaises doivent prendre des décisions fermes, d'une manière responsable. L'état des droits qui n'a pas abouti. Jusque-là. Vous savez, l'état des sièges, on ne peut pas dire que ça n'a pas abouti. Ça donne les résultats mitigés. Ça donne des résultats apparemment négatifs. Pourquoi? C'est parce que vous avez compris que plusieurs fois, nos militaires à nous, qui sont à l'est du pays, eux-mêmes aussi se trempent dans le jeu. Vous savez, il y a quelques colonels qu'on arrête à des fois, il y a des histoires qui se passent. Vous êtes au courant, vous êtes à l'actualité, je le pense. Oui, si aujourd'hui l'état de siège, on est en train de faillir, on est en train de détruire aussi les budgets de notre pays parce que l'état de siège, là, c'est beaucoup d'argent qu'on utilise là-bas, je vous l'ai dit. Et cet argent, dès que ça arrive là-bas, il y a d'autres trucs, il y a d'autres fins. Et nous ne voulons pas que nos autorités politiques qui sont ici, quand je ne parle pas seulement de membres du gouvernement. Nous voyons aussi nos députés qui sont là-bas à l'Assemblée nationale. Quelque part, vous avez souligné qu'il y a beaucoup d'officiers qui sont infiltrés, qui sont infiltrés. Alors, que doit faire le gouvernement de la RDC, vous étant analyste politique, pour extirper tous ces gens qui ne travaillent pas pour l'intérêt de notre pays? Voilà pourquoi je soutiens l'idée du chef de l'État, oui, lorsqu'il avait dit qu'il faut passer par un recensement. Pourquoi le recensement est-il pour les Congolais? Dans notre pays, nous vivons comme si c'est dans une poubelle. Je vous ai dit, si vous essayez seulement, j'étais une fois dans un pays limitrophe, je pense c'est l'Angola. Si vous êtes là-bas, il faut avoir tous les documents. Et dès qu'on récupère ton corps, on constate que tu n'es pas en ordre avec les pays. Tu es infiltré. Je pense que même la police du pays, il n'y a rien à faire. Même la corruption ne peut rien intervenir. Le problème, c'est que nos frontières sont poreuses. Nous avons d'abord un problème dans notre mentalité, les Congolais. Nous devons avoir une maturité populaire. Oui. Il nous faut avoir une maturité populaire. Pourquoi je dis cette maturité populaire? C'est la maturité qui va faire à ce que le peuple congolais... Parce que nos dirigeants là, s'ils sont là-bas, ce n'est pas notre mandat. Et aujourd'hui, si nous appellent les petits peuples, on n'est pas les petits peuples, c'est les grands peuples. Vous voyez? C'est les grands peuples, c'est nous qui avons fait de telle sorte qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui. Monsieur Kalala, s'il vous plaît, pour ne pas vous arrêter, en fait, quand vous dites que la population, vous prenez plus la place de la population, alors que les gens qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas la population qui fait en sorte qu'ils entrent ici. Ce n'est pas la charge de la population, c'est le gouvernement. Donc, il faudrait plus attaquer le gouvernement. Nous attaquons le gouvernement. Nous prenons aussi, ce n'est pas seulement une responsabilité du gouvernement, c'est aussi une responsabilité des Congolais. Parce que le gouvernement peut échouer là où les Congolais peuvent faire quelque chose. Vous savez qu'à l'est du pays, quand on parle de l'infiltration, il y a même des rebelles là qui passent nuit dans des maisons à la cité. Il y a des fois, nos militaires sont dans la forêt et vous allez sentir qu'il y a une action qui vient de se produire dans la cité. Vous allez me dire que si la population n'est pas vigilante, de travailler en collaboration avec notre armée, est-ce que nous aurons un résultat escompté? Est-ce que nous allons avoir des solutions adéquates pour l'est du pays? Je ne pense pas. Aujourd'hui, si nous attaquons le gouvernement,
Non seulement, actuellement, je vais suivre le porte-parole du gouvernement, l'excellence Patrick Mouyaya, non seulement les décisions prises par les gouvernements, un certain nombre de mesures. Certain nombre de mesures, oui, mais on ne peut pas évoluer petit à petit. Nous allons arriver sur ces points. Je voudrais fini la récréation, nous devons chasser les Rwandais dans notre pays. Je voudrais qu'on parle sur les causes de la guerre entre la RDC et les Rwandais, mais aussi il y a l'aspect humanitaire. Aujourd'hui, vous avez vu, à ces jours, à cette année ici, il y a près de 10 millions de la population des victimes de cette guerre du Rwanda. Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes la risée du monde actuellement ici? Quelles sont les mesures que le gouvernement a prises jusque-là pour vraiment sécuriser cette population qui n'a pas où abriter et voir? Est-ce qu'on a prévu quelque chose dans ce sens, à donner un sens de responsabilité, vous savez, pour le gouvernement de la RDC? Notre gouvernement, nous ne voulons pas qu'il y ait trop de légèreté autour de prise de décision. Pourquoi? Les Rwandais, quand ils agissent, ils n'ont pas pitié de la population congolaise. Ils tuent comme ils veulent. Ils sont là pour faire du n'importe quoi, du sabotage, piller les pays, faire tout ce qu'il faut. Mais nous, maintenant, pour prendre des décisions qu'il faut, ce n'est pas question d'être réticent. Je pense que les mesures prises, oui, mais nous devons chasser les Rwandais dans notre pays. Ils sont là. Ils nous attendent même. Au moment d'où nous parlons, la population les Rwandais nous suivent, je vous dis. Effectivement. Les Rwandais sont ici. Il y a des militaires qui portent des noms d'aider. J'ai vu à l'époque un major qui s'appelle Ilunga. Mais un major qui s'appelle Ilunga, qui ne sait parler ni lingala, qui ne sait parler ni la langue. Il a emprunté un nom congolais. Je me demande, mais ce colonel vient d'où? Il tombe du ciel. Voilà les problèmes. Selon vous, vous pensez que le recensement était la solution pour extirper tous les Rwandais infiltrés dans notre armée? Certainement, c'est l'une des mesures que le gouvernement pouvait prendre. Non seulement cela, nous devons chasser les Congolais que nous vivons avec dans ces pays. Ils sont là, nous les connaissons. Les Rwandais que vous voulez dire. Ce n'est pas. Nous sommes sur. Oui, vous parlez des Congolais, les gouvernements eux-mêmes savent les Rwandais qui sont ici. Et nous n'avons pas la peine d'aller leur dire celui-ci est Rwandais, celui-ci est Rwandais, non. Et pourquoi tant que nous vivons avec eux ici dans notre pays. Mais le problème n'est pas la population rwandaise en soi, le peuple rwandais en soi, mais le problème c'est le système. C'est là où je voudrais aussi épingler ou aller dans les lignes de questions que notre conseil a évoquées ici, les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le problème ce n'est pas vraiment la population rwandaise en soi. Est-ce que vous avez un problème particulier avec un peuple rwandais, mais plutôt les systèmes. Les systèmes, là je viens directement pour chuter à notre troisième ou notre question, notre sujet du jour. Les systèmes que le gouvernement rwandais ou les systèmes politiques qui est au Rwanda, qui a comme conséquence les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Quid de ces relations diplomatiques? Est-ce que nous pouvons les rompre directement ou les mesures qu'ont prises les gouvernements sont salvatrices? Je pense que l'interruption de nos relations diplomatiques avec le Rwanda, est-ce que dans tous les pays du monde entier, si nous allons fermer nos frontières avec le Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda fournit à la République démocratique du Congo? Si ce n'est que ces petits villages-là profitent de nos richesses pour s'enrichir. Donc ça n'aura aucune conséquence. Et aujourd'hui, aucune conséquence. Aujourd'hui, on peut prendre des décisions, on peut tout faire. Le Rwanda ne fait rien pour la République démocratique. Est-ce que ces décisions que M. Patrick Mouyaya, le ministre porte-parole du gouvernement, a annoncé, c'est ce que nous on attendait? C'est vraiment ça tombe à pic et c'est vraiment ça les décisions qu'on devrait prendre? Vous pensez que c'était bien joué? Ce sont les décisions, je prends acte de ces décisions. Mais ce n'est pas ce que on attendait, ce n'est pas seulement prendre des décisions. Il pouvait aller au-delà, faire quoi? Nous voulons l'application stricte. De quoi par exemple? Parce que dire aujourd'hui, vous allez voir après un laps de temps que rien ne s'est fait. Vous allez comprendre qu'il y aura toujours la répétition de la guerre à l'est du pays. Vous allez comprendre, mais actuellement, parce que dans la diplomatie, très souvent, le président rwandais Paul Kagame a toujours entretenu de bonnes relations avec notre président Félix, et vous le savez très mieux. Oh oui, mais et en face comme ça, on parle de la fraternité. Mais comme ça, mais nos frères sont tués à l'est du pays. Vous voyez?
Moi, je viens ici, je vous fais de la bonne politique, on parle avec vous, mais je suis en train de détruire vos enfants. Je suis en train de détruire votre pays. À qui la faute? Vous savez que... À qui la faute? Peut-être qu'il y a encore de légèreté par rapport à notre... Quand vous demandez la faute... Monsieur Kalala, il n'y a pas de légèreté au sein de notre gouvernement pour que... Mais je viens de dire tout à l'heure qu'il y a trop de légèreté dans le cercle de prise de décision du gouvernement. Mais non, que conseillerez-vous alors maintenant, s'il vous plaît, monsieur Kalala, que conseillerez-vous alors aujourd'hui le gouvernement réellement? Que doit faire réellement le gouvernement congolais pour stopper définitivement cette guerre? Le gouvernement congolais va non seulement prendre des mesures, mais va respecter les mesures prises et renforcer. Ça veut dire nous devons chasser les Rwandais qui se trouvent dans les territoires congolais. Mais vous venez à peine de le dire que... On ne va pas vous accuser d'extrémophobie. Il vient à peine de le dire que les décisions prises par le gouvernement, c'est pas ce que la population attendait en fait. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que la population attend réellement de ces gouvernements? Vous savez, hein? Parce que nous sommes à 2000 km et à Kinshasa, de là où se passe la guerre, on ne sent pas ça ici, mais il faut vivre lorsque la population entend d'abord la paix. Vous savez, actuellement, dans les territoires de Rutshuru, avec notre armée, ils ont fait une patrouille militaire, au moins, cette route-là a été bloquée, mais actuellement, il y a la circulation. Pourquoi? C'est parce que notre armée congolaise a fait de tout le mieux pour essayer d'installer la paix, même partiellement, de cette partie. Et le gouvernement congolais, non seulement annoncer des mesures, mais veiller à l'application stricte de ces mesures. C'est tout ce que nous attendons. Et non seulement c'est limité sur ces points-là, nous voulons que tous les Rwandais qui se trouvent sur le sol congolais puissent dégager. C'est la moindre des choses. Pourquoi nous voulons parler de ceci, parlons de cela? Même ceux qui ne sont pas à l'armée. D'ailleurs, pourquoi on interpelle l'ambassadeur du Rwanda accrédité au Congo? Pourquoi? Il faut les chasser, il faut les chasser. Vous pensez il faut les chasser? C'était la bonne solution. Mais quelle relation que nous entretenons avec eux? Est-ce qu'aujourd'hui, pour que la paix puisse se rétablir, la RDC doit vraiment déclarer que nous sommes en guerre contre le Rwanda de façon officielle? D'une manière officielle, avant de déclarer la guerre, nous devons bien tirer des conséquences. Il faut savoir, nous avons aussi quel genre d'alliés. Parce que le Rwanda aujourd'hui, si le Rwanda nous fait la guerre, il sait là où il est, il sait là où il se cache. Derrière lui, il y a des gens. Donc, ce sont les Occidentaux qui sont derrière. Certainement, ce sont eux qui nous font la guerre. La France, la Belgique, et tous les pays. Soyons humains, soyons analystes. Nous sommes sur un plateau de télévision. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un petit village comme le Rwanda peut nous faire la guerre? Mais c'est ce qui s'est fait maintenant, on ne peut pas l'ignorer. C'est plutôt la force. Nous devons réfléchir au-delà de tout ce qui se passe. Nous devons réfléchir le schéma mental des politiciens congolais. Ce qui s'est fait, ce qui se passe. Actuellement, la population a tout compris. Est-ce que pour savoir que notre armée est infiltrée, il faut qu'on puisse l'annoncer officiellement? Est-ce que pour comprendre qu'à l'est du pays... Le premier citoyen a le devoir de le dire pour que la population prenne conscience. Mais le premier citoyen a le devoir de le dire, que la population prenne conscience. Mais le premier citoyen en question, mais les mesures prises là, c'est une façon aussi de dire à la population, moi je fais ma part, vous aussi vous devez faire votre part. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Dans la guerre, on laisse la charge aussi à la population. Certainement, mais parce que quand on laisse seulement notre armée, l'armée ne parvient pas à contrôler. Il y a aussi la part de la population. Il n'y a pas longtemps, le commissaire de la police de la ville, la semaine passée dernière je crois, a annoncé à la population de pouvoir se défendre. Vous avez suivi, vous suivez l'actualité, vous avez suivi cette vidéo. Et aussi le coordonnateur de la société civile, M. Christopher Ngoy, qui a dit qu'on doit actuellement donner les armes aux Congolais pour combattre. Parce qu'on a compris que... Vous pensez que c'est une solution le militaire, ça passe pas. Je vais vous donner un exemple. Dans un pays comme le Pakistan, même une maman qui vend des breuses, elle vend ses breuses avec une arme. Vous voyez? Vous ne pouvez pas jouer là-bas. Vous entrez là-bas. Quand vous entrez seulement dans ces pays-là, vous allez d'abord constater que tous les gens de ces pays sont furieux. Personne ne vous salue, personne ne te fait un sourire. Vous voyez? Et puis, quand vous allez observer l'attitude seulement, vous allez voir ici, je ne peux pas blaguer. Que reprochez-vous concrètement à la population de l'Est du pays? À l'Est du pays, la population, pourquoi je dis que maintenant, fini la récréation, tout le monde doit maintenant se prendre en charge. Eu égard la République démocratique du Congo. Notre armée est forte, mais parfois, ces gens-là viennent avec des rebelles se cacher dans les maisons de nos compatriotes qui sont là-bas, dans la partie est du pays. Nous voulons que la population prenne aussi conscience. Donc, ce n'est pas seulement une question de gouvernement, parce que si nous allons laisser au gouvernement
nous n'aurons pas un bon résultat. Donc vous suggérez qu'on donne les armes actuellement à la population pour se battre sur cette guerre. Mais pour l'instant, donnez les armes à la population. Pendant ce temps, mais il y aura la même population que vous dites qu'elle cache les étrangers. Voilà pourquoi je vous ai dit c'est une question de la maturité populaire. Nous devons réfléchir en tant que fils dignes du pays, en tant que des patriotes. Donc nous sommes victimes de cette guerre. La récréation. Parce que tout ce qui s'est fait là, il y a ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Que dites-vous à cette population de l'Est? La population de la partie Est du pays. Quel message que vous leur Je vais d'abord lancer un appel partant d'abord de leurs représentants qui sont ici à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Ils sont dans cette histoire-là, ils savent ce qui se passe. Qu'est-ce que vous Chaque fois, on leur donne de l'argent. Ce sont des Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Je vais dire à tous les honorables députés de la partie Est du pays de se retirer d'abord dans ces mouvements-là, et groupes armés, qui combattent notre pays jour et nuit pour piller ces pays. Ils sont là, non seulement pour être leurs représentants, mais ils sont des fils dignes du pays. Et nous ne voulons pas que nous puissions, vous êtes là pour acclamer, à un moment vous détruisez la vision. Nous sommes contre ça. Nous voulons l'avancement de ces pays. Nous voulons léguer une nation à nos enfants, un héritage digne. On n'a que le Congo. Vous savez que c'est tous les Occidentaux, non seulement qu'ils font leurs analyses pour nous dire que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui, à un moment, c'est comme si il est victime de ses richesses. Ce sont eux qui viennent nous voler ici. Ce sont eux qui nous font la guerre derrière le Rwanda. Le Rwanda seul n'a pas la force d'affronter la République démocratique du Congo, je vous l'ai dit. Donc l'ennemi congolais lui-même. Si on nous laisse le Rwanda en face, le Rwanda seul, le Rwanda ne sera pas. Monsieur Kalala, l'ennemi de Congolais lui-même. Mais c'est ça ce que je dis, c'est clair. Est-ce qu'il faut se cacher? Non, maintenant assumer cette guerre. Il faut appeler les chats par son nom. Il y a même les membres du gouvernement qui sont dans ces mouvements-là. Nous leur demandons de sortir de là. Parce que la cloche a sonné. Fini la récréation. Nous ne voulons pas qu'aujourd'hui, on puisse nous dire que non, il y a la guerre là-bas. Ce sont eux qui fournissent des informations en temps réel. Monsieur Kalala, et quel est maintenant le sort aujourd'hui de tous ces victimes qui aujourd'hui fuient la guerre du jour au lendemain, il y a de troubles, c'est là. Mais quelle est maintenant la solution prise pour ce genre de victimes? Vous savez, nous sommes d'abord dans une situation d'où le pays est en train d'évoluer dans une catastrophe que je ne sais pas vous expliquer. Cette insécurité est en train de mettre la population mal à l'aise. Vous savez qu'on peut être ici à Kinshasa, mais nos frères qui sont là-bas, nos compatriotes qui sont à Goma, Rutshuru, Masisi, je pense que ça nous fait très mal au cœur de voir qu'ils sont mal à l'aise. Nous voyons même des enfants de 7 ans transporter un bébé de 2 ans. Cet enfant n'a connu que le moment de la guerre à tout moment. Depuis qu'il est né, il sait seulement qu'on doit se déplacer. Il a une vie instable, vous voyez. Nous voulons qu'on puisse mettre fin à tout et que la population, que la paix règne à l'est du pays. C'est tout ce que nous voulons. Si aujourd'hui, les membres du gouvernement nous annoncent ces décisions, mais nous voulons qu'il y ait le respect, l'application stricte de ces mesures. Quelle est la responsabilité personnelle de l'institution présidente de la République dans les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda? La responsabilité personnelle, oui. La présidence de la République en tant qu'une institution, c'est le chef suprême les commandants suprêmes, des certainement. armées. Voilà pourquoi, dans des relations diplomatiques, très souvent on n'agit pas aussi avec une vitesse, mais il faut qu'il y ait au moins la lenteur d'apprécier au moins des accords, des normes pour savoir réellement si ce que nous nous disons, ça va aboutir. Voilà, aujourd'hui, le chef de l'État sort quand même de son silence après avoir entretenu des relations, de dire que non, Kagame, nous entretenons des relations de confraternité, tout ce qu'il faut se dire. Mais à un moment, il a constaté que non, ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous entretenons comme relation, c'est du poison que nous mettons dans la population. Monsieur Kalala, est-ce que réellement on doit encore maintenir l'état de siège? Certainement, on doit même le renforcer. Parce que dans la mais ça ne marche pas jusqu'à présent. Non, vous savez, je ne veux pas que vous puissiez parfois poser des questions, réfléchir comme nos amis qui sont là, non seulement pour soutenir le pays, mais aussi pour critiquer. Parce que moi, quand je vois quelqu'un qui parle, je ne suis pas politicien, je n'ai pas une tendance d'un parti politique. Non, ce n'est pas un point de vue, mais plutôt... Mais sinon, lorsque le pays est attaqué, c'est tout le monde qui est touché. Vous voyez? Il n'est pas question de dire que il faut seulement celui-ci, il faut celui-là. Nous devons être tous unis. Nous allons faire les forces. Nous devons être rassemblés, opposition, quoi que ce soit. Tout le monde. Nous ne voulons pas qu'aujourd'hui,
que celui de la majorité nous dise qu'il y a ceci, celui de l'opposition se tient debout pour dire non, non, cette fois-ci je ne vois pas clair, c'est une défaillance. Nous ne voulons pas ce genre de langage politique, mais sinon, nous voulons que tout le monde, parce que si nous allons plus loin, nous voulons que tout le monde se tienne debout pour combattre la mobilisation, la mobilisation de la population, les mouvements citoyens vont l'annoncer ce soir. Moi, je voudrais aussi, puisque nous parlons des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que quelle place occupe ou quelle position la RDC se tienne face au Rwanda sur la table des négociations de nos relations diplomatiques? Est-ce que nous sommes dans une place de faiblesse ou nous occupons une place très faible par rapport à toutes les négociations? Je pense qu'une question s'invite au débat. Oui. Vous voulez savoir, lorsque nous sommes dans les concessions et lorsque nous entrons dans les négociations, quand je viens solliciter, c'est un exemple que je vous donne. Allez-y. Les négociations près de vous, oui. Ça veut dire que je suis dans une position de faiblesse, c'est cela, n'est-ce pas? Oui. C'est faux, archi faux. Les négociations, ce n'est pas aussi pour dire que je suis faible, non. Parfois, j'ai des stratégies que je vais voir ce qui se passe chez vous. Parfois, je suis en train de voir que non, je vais négocier avec lui. Ce n'est pas pour seulement vous faire voir que je suis incapable. De toutes nos relations, toutes les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, qui a beaucoup perdu? C'est la RDC. Toujours les sangs coulent du jour au jour. Vous savez, c'est la RDC qui perd même nos minéraux chaque fois. Mais il faut qu'on attaque le Rwanda, il y a du flamme. Nous savons le Rwanda en soi. Est-ce qu'on doit aussi vraiment attaquer le Rwanda de façon comme la Russie a fait à l'Ukraine? Nous ne voulons pas déclarer la guerre d'une manière officielle. Mais j'aime que la population soit mobilisée, que tout le monde ait la responsabilité de savoir que le Rwanda, c'est notre ennemi potentiel. Nous devons appeler les chats par son nom. Nous ne pouvons pas rester, il y a des groupes armés, il y a des CC, il y a des ADF. Nous devons comprendre noir sur blanc, c'est le Rwanda qui est dans le jeu. C'est le Rwanda qui joue pour détruire la République démocratique du Congo. Pour que le Rwanda nous respecte aujourd'hui, vous pensez que nous devons aller dans le schéma de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito qui disait qu'on doit vraiment déclarer faire la guerre au Rwanda pour nous faire respecter? Bon, vous savez, quand nous allons prendre des mesures de faire la guerre au Rwanda, nous devons aussi veiller à certaines positions. Quand nous allons déclarer la guerre, est-ce que nous... Il faut avoir des alliés, vous savez. Le Rwanda en soi, si aujourd'hui nous fait la guerre, il n'est pas seul. Lui n'a pas la force d'affronter la République démocratique du Congo. C'est parce qu'il a ses alliés. Il n'est pas le seul. Il sait que là où je vais chuter, je serai renforcé. Il n'est pas le seul sur l'échiquier international. Mais monsieur, il a ses appuis. Aller faire les accords. Certainement. Le président a dit dans sa diplomatie que c'est l'ouverture au monde. Il a sillonné presque beaucoup de pays du monde. Est-ce qu'il ne peut pas tenir sur la table de négociation comme le président Kagame et aussi ravir ses alliés, machin, tout ça? Vous savez, on le voit souvent à côté de l'ambassadeur et l'ancien ambassadeur de vous savez aussi, la voie diplomatique, c'est aussi une façon de résoudre des problèmes dans une bonne façon aussi dans un pays, vous savez. Parce que la voie de la guerre, il y a aussi de perte de vie, il y a des armes, des munitions, il y a aussi l'argent, vous savez. Ouais. Mais lorsque nous allons voir que sur les arrangements politiques, sur les accords, il y a le non-respect strict. Mais vous savez, par conséquent, parce que quand nous venons en négociation, et les négociations là ne tiennent pas debout, il y a une voie de recours, vous savez. Et puis cette voie-là, ça ne sert à rien de vous l'annoncer, mais ça s'éprouve peut-être sur les champs. Je vous montre que non, dans les négociations, ça n'a pas tenu. Maintenant, on fait ce qui est possible. Monsieur Kalala, s'il vous plaît, vous êtes communicateur, je le rappelle encore, de la génération sans impunité. Mais donc, que prévoit cette génération par rapport à l'État qui se passe aujourd'hui à l'Est de la République démocratique? Vous serez de la partie lors de la mobilisation citoyenne qui s'annonce. C'est ça aussi, réellement. Déjà ce soir, il y a la Loucha, les Filimbi qui annoncent... Est-ce que la génération sans impunité aussi sera... Pour la défense de la patrie. Pour la défense, en fait. La génération sans impunité a organisé aussi une marche de mobilisation, lance l'appel sur toute l'étendue de la République. Vous allez vous joindre à la Loucha ce soir, à la gare centrale. Nous sommes déjà mobilisés. Nous sommes déjà mobilisés. Je ne veux pas c'est que les gens là qui sont appelés toujours à dire que non, il y a ceci, il y a cela. Nous n'avons pas de parti pris. On n'est pas de tel parti pour dire que non, moi je ne veux pas faire ceci. Nous voulons qu'il y ait la paix dans ces pays. Tous ces politiciens là, s'ils circulent librement. Qui fait la paix prépare la guerre. Effectivement. Certainement, c'est un adage. Mais la paix ne veut pas dire qu'il faut aller trop vite à la guerre. Mais nous devons se préparer. La guerre, d'abord, c'est l'état d'esprit. Si vous ne le savez pas. Si on n'est pas préparé,
sur le plan mental, vous savez que sur terrain, vous allez faire quelque chose. Vous ne trouvez pas que c'est la meilleure option de lancer la guerre contre le Rwanda? Bon, vous savez, c'est... Le Rwanda, d'ailleurs, quand on est en train de parler du Rwanda, il y a des gens qui se font des idées, peut-être, c'est un grand pays au monde, c'est un pays aussi qui fait des choses. C'est un territoire de la République démocratique du Congo. Et si aujourd'hui on prend une décision de faire la guerre au Rwanda, on va prendre les petits Rwanda là, on l'annexe au Congo, c'est tout. On chasse des gagamins et tout ce qui se passe là-bas, c'est tout. Est-ce que nous devons rester seulement par de Hutus, de Tutsis qui nous font souffrir jour et nuit parce que nous voulons garder des relations? Non. Je veux ce que les gouvernements prennent de mesures importantes, découper ces relations-là, de rompre, ça ne sert à rien à la République démocratique du Congo. Je ne sais pas ce que le Rwanda fait de nous. Hormis rompre les relations, il y a encore une autre décision, une autre suggestion. Je veux à ce que on doit rompre. Pourquoi continuer? Quand nous sommes dans une relation, on voit que ça ne produit pas. Il y a le non-respect strict des arrangements. Dis-moi, à quoi sert bon? Nous devons vivre les avantages de cette relation-là. Mais lorsqu'il y a des avantages, des inconvénients à tout moment, le président a dit que le Kagame était son frère et les Rwandais, les Banyamulenge. Certainement, vous aussi, vous êtes mon frère. Ah oui, mais quand il y a un problème, vous savez ce qui doit se passer. Vous êtes mon frère, si on prend seulement une somme d'argent, mais ici, on n'est plus frère. Vous savez, l'esprit se divise. Quand il y a une somme d'argent, c'est un esprit déjà qui s'incorpore dans cette somme-là. Et vous allez voir que l'esprit des frères, nous mettons ça de côté et nous allons agir en tant qu'hommes politiques. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur Germain Kalala. Nous sommes arrivés vraiment presque à la fin de notre émission aujourd'hui, CF Débat. Nous avons reçu sur ces plateaux monsieur Germain Kalala, qui est communicateur de la génération sans impunité aussi. Je n'ai pas co-animé celle avec, j'étais avec mon confrère Nestor, que j'ai dit merci de sa présence dans ces plateaux. Et aussi, nous remercions monsieur Germain Kalala de sa présence. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Merci. Madame Divine, je suis très content sur ces beaux plateaux. En face de moi, je vois monsieur Nestor. Vraiment, je suis en train de saluer les visionnaires de cette chaîne. Ce n'est pas seulement une chaîne, mais c'est aussi une vision. Je pense que c'est un plateau. On va parler de ces plateaux partout dans le monde. Je pense que ces plateaux fera la fierté de la ville de Kinshasa, donc toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la première fois. Je pense que nous serons là plusieurs fois pour parler de tout ce qui ronge ces pays, tous les maux de ceux qui viennent non seulement avec les soucis de construire les pays, mais détruire les pays totalement. Voilà pourquoi nous sommes là. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup, monsieur Germain Kalala. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir.